Donc, bonjour, nous sommes Isabelle Ballot et Annelie Janetti, psychologues du travail au sein du service de prévention et santé au travail OSTRA. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la sensibilisation sur les risques psychosociaux, le rôle de l'entreprise et des salariés, donc les 3 niveaux de prévention, euh, et donc à travers 4 webinaires. Une première partie qui sera une introduction sur les risques psychosociaux, leur définition et leurs impacts au travail. La seconde partie s'attellera à vous présenter la prévention primaire, ou finalement comment éviter ou réduire les facteurs de risques psychosociaux. Une troisième partie sur la prévention secondaire, comment diminuer les effets des risques psychosociaux quand ils ne peuvent pas être évités. Et enfin, une partie sur la prévention tertiaire, qui est plus dans un esprit curatif, qui là, on va répondre à la question finalement, comment accompagner les salariés qui sont en difficulté. Alors, sur cette première partie de sensibilisation, qui a pour sujet l'introduction aux risques psychosociaux, nous allons vous présenter des définitions de ce que sont les risques psychosociaux, leurs impacts au travail. Pour commencer, il faut prendre en compte le fait que le travail participe à notre bonne santé physique et psychique. On voit sur la pyramide des besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance à une communauté, de reconnaissance et d'accomplissement de soi, qui sont des besoins essentiels à notre équilibre psychique et qui vont participer à ce bien-être qu'on va ressentir quand on a un environnement qui est équilibré et qui répond à ces besoins. Et justement, le travail contribue à remplir ces besoins psychologiques fondamentaux. Et on s'en rend notamment compte lorsque l'on considère la perception de la situation vécue par une personne qui est privée de travail. Si on regarde la définition du stress, donc selon l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre, qui est ici représenté par rapport à une balance, entre, d'une part, la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement, et d'autre part, la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, c'est quand il y a ce déséquilibre contrainte-ressources dans la perception de la personne qu'on parle de stress au travail. Inversement, quand l'équilibre se fait, quand les contraintes et les ressources sont à l'équilibre, du point de vue de la personne, c'est très subjectif, la définition du stress ou du bien-être, c'est la perception de chacun. On va estimer que là, il y a plutôt un équilibre, donc un sentiment de bien-être par rapport à la situation de travail, où les contraintes sont rééquilibrées par les ressources suffisantes et où la personne, finalement, se sent bien dans son environnement. La notion de stress au travail, c'est bien une notion qui porte sur la question de la perception de ce qui est cet équilibre ou ce déséquilibre entre contraintes et ressources. Et ça va être ça les facteurs à aller questionner. Alors, est-ce qu'on parle de bon ou de mauvais stress ? On part du principe que lorsqu'il y a un déséquilibre, en soi, ponctuellement, c'est pas mauvais. C'est plus la temporalité, c'est plus le fait d'être confronté de façon répétée et sur la durée, d'être exposé de façon successive à soit des petites situations qui viennent se cumuler, soit des situations qui sont intenses et qui durent beaucoup dans le temps, qui vont laisser apparaître ce qu'on va appeler finalement un mauvais stress. Le stress est une capacité d'adaptation, donc ponctuellement, quand on est confronté à une situation où on sent ce déséquilibre, contraintes et ressources,
on a naturellement, on a physiologiquement la capacité à s'adapter. Par contre, être perpétuellement en situation d'adaptation, c'est ça qui devient mauvais. Donc, c'est vraiment la notion de durée qui va faire que le stress devient pathogène. C'est l'exposition prolongée à la situation. Nous allons voir maintenant quel est l'impact des RPS sur la santé des salariés. Donc, dans un premier temps, on peut parler de troubles physiques avec notamment des troubles du sommeil, des douleurs articulaires. C'est beaucoup en lien aussi avec les troubles musculo-squelettiques, puisque quand on est stressé, on a tendance à se contracter, à contracter les muscles. De troubles digestifs aussi, souvent quand on reçoit des salariés, ils nous parlent de boule au ventre. Voilà. Donc, ça se traduit par des troubles physiques, mais également des troubles intellectuels avec des pertes de mémoire, des oublis. On fait davantage d'erreurs dans son travail, mais également des troubles physiologiques. Alors, c'est souvent des psychologiques, pardon. Donc, c'est souvent effectivement des changements dans le comportement. Si à la base, on est quelqu'un de plutôt sociable, ben voilà, on va se renfermer, on va ne plus aller discuter avec ses collègues, on est plus irritable, plus agressif. Alors, par contre, attention, hein, il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces symptômes pour être en situation de risque psychosocial. Et inversement, ça n'est pas parce qu'on n'a que certains symptômes qu'on est en situation de risque psychosocial. Là où il faut faire attention, c'est à l'évolution des symptômes et à la dégradation progressive de son état de santé. Alors, les impacts des risques psychosociaux au travail, donc, ils sont de deux ordres. Sur le collectif de travail, tout d'abord, on met souvent en lien l'impact sur le collectif avec l'absentéisme, les arrêts de travail, parce que derrière, ça génère une augmentation de la charge de travail, une dégradation des relations entre collègues qui peut mener notamment à des conflits, des tensions au sein des équipes. Et puis, bien entendu, il y a également un impact sur les résultats de l'entreprise parce que ça peut effectivement, on fait plus d'erreurs, le travail qu'on effectue est de moins bonne qualité, donc ça peut avoir un impact sur l'image de l'entreprise et puis ça peut aller également jusqu'à des risques judiciaires pour l'employeur. Donc, il faut savoir également que les RPS ont un coût. Donc en 2020, ils représentaient 15% des arrêts maladie prescrits. Et il faut également savoir que ces arrêts sont plus longs que la moyenne des autres arrêts, mais également plus fréquents. Alors on parle souvent de plus d'1 mois d'arrêt et d'arrêts plus de 3 fois dans l'année. Ces arrêts représentent le deuxième poste de dépense de la CNAM. Si on prend en compte la manière dont les dirigeants perçoivent l'impact des risques psychosociaux, les dirigeants d'entreprise, en fait, nous expliquent que les impacts vont porter principalement sur les questions de perte de performance et de problématiques d'organisation. Donc, on voit bien que une situation de travail dégradée va avoir des répercussions à différents niveaux. Donc, vous en savez un peu plus sur les risques psychosociaux avec cette première partie d'introduction. La question maintenant est de savoir comment passer à l'action. Nos principales recommandations vont être de se poser sur le sujet de la prévention des risques. Prévenir les risques, donc se positionner en prévention primaire que nous allons vous présenter dans la partie suivante. Donc effectivement, nous vous avons présenté dans la première partie la définition des risques psychosociaux et nous allons maintenant aborder la prévention primaire ou comment éviter ou réduire les facteurs de risques psychosociaux. Donc, l'objectif de la prévention primaire, c'est d'analyser les situations réelles de travail
à travers les différentes familles de facteurs de risque, qui sont au nombre de 7. Donc, on a le premier risque qui concerne l'intensité et la complexité du travail. C'est par exemple des objectifs irréalistes. On a par la suite les horaires de travail qui sont difficiles. Alors, à titre d'exemple, on peut vous parler du travail de nuit, notamment pour les soignants, par exemple. On a également les exigences émotionnelles qui sont les personnes finalement qui travaillent et qui sont confrontées à la souffrance d'autrui. C'est notamment le cas encore des professionnels de santé. On parle également de faible autonomie au travail. Donc là, c'est l'impossibilité d'utiliser ou de développer ses acquis professionnels. La famille de risque suivante concerne le conflit de valeurs. Alors là, on est sur une perte de sens ou l'impossibilité de faire un travail de qualité qui réponde à ces valeurs. Les rapports sociaux au travail dégradés, ça peut être le manque de soutien, alors soit de ses collègues ou de sa hiérarchie, le manque de reconnaissance également, qui peut mener effectivement à des conflits avec les collègues ou la hiérarchie. Et enfin, l'insécurité de l'emploi et du travail. Donc là, c'est la peur de perdre son emploi ou de ne plus avoir les compétences d'exercer son travail parce qu'il a évolué et on n'a plus les compétences pour le réaliser. Donc l'objectif, là, c'est de regarder sur chacune de ces familles de risques psychosociaux ce qui peut être une contrainte ou une ressource pour l'activité des salariés. Sur cette partie-là, donc on vous parlait tout à l'heure de maintenir un équilibre. Donc c'est de regarder qu'est-ce qui dans l'organisation est source de contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un facteur de risque pour vos salariés. Alors on vous a mis quelques exemples. Ça peut être effectivement un manque de reconnaissance, une surcharge au travail, un manque de soutien, des rôles ou des objectifs peu clairs. Et il faut regarder de l'autre côté quelles sont les ressources au sein de votre organisation qui sont des facteurs de protection pour vos salariés. Donc ça peut être l'entraide entre collègues, le temps suffisant pour réaliser les objectifs qui sont fixés, le sens et l'intérêt qu'on trouve également dans le travail qu'on réalise au quotidien. Alors, il faut savoir aussi qu'à ces contraintes et ressources d'ordre professionnel, on peut avoir également des difficultés d'ordre personnel qui viennent effectivement s'ajouter. Alors ça peut être, on est aidant d'un parent, on a un problème d'addiction, une maladie. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des facteurs de protection d'ordre personnel qui viennent en support, en soutien. Et ça peut être des activités extra-professionnelles, une hygiène de vie qui permet finalement de contrebalancer les difficultés qu'on peut vivre dans son travail. La situation d'équilibre dans lesquelles les facteurs de protection permettent de compenser les facteurs de risque, c'est une situation finalement où les salariés, comme on vous le disait dans la partie précédente, seront dans une situation de bien-être au travail. À l'inverse, on peut se retrouver effectivement dans une situation de déséquilibre, comme on va vous le présenter actuellement, et on s'est appuyé pour cet exemple sur la crise sanitaire qui a effectivement augmenté les facteurs de risque avec notamment le télétravail imposé et toutes les contraintes qui étaient associées. La fracture entre les salariés qui étaient à un moment donné sur le site et ceux qui étaient en télétravail, l'isolement également que ça a pu amener et un certain nombre d'autres contraintes, l'angoisse, les événements traumatisants avec la perte de collègues ou de proches. Et finalement des ressources qui n'étaient pas forcément suffisantes en face pour pouvoir faire face à ces contraintes qui se sont accumulées.
Donc là, effectivement, parfois on avait le soutien de l'entourage professionnel et personnel quand et certains se sont retrouvés effectivement sans ressources. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ces facteurs sont propres à un contexte général. Donc là, on voit bien le contexte de la crise sanitaire, mais ils sont propres aussi à un secteur d'activité, voire à des métiers. Donc, les risques psychosociaux sont multifactoriels et c'est pour ça qu'il est important de les évaluer pour les éviter ou les réduire autant que possible. Et justement, nous allons aborder cette question de l'évaluation des risques psychosociaux qui consiste à identifier justement dans les situations de travail de chacun, dans les situations de travail réelles sur le terrain, parfois en passant par des observations, en passant principalement par du questionnement, de s'interroger aux difficultés justement auxquelles chacun est confronté dans la pratique de son activité. Et on va tenter d'y répondre en proposant des pistes de solutions. C'est ça l'exercice d'évaluation des risques psychosociaux. C'est une démarche qui doit être engagée par l'employeur. C'est le responsable de l'entreprise qui a la responsabilité d'engager, de dérouler l'évaluation des risques psychosociaux. C'est une démarche qui ne va pas faire seul, qui ne va pas mener seul. Il va s'appuyer d'acteurs au niveau de la direction ou de ses représentants, par exemple le service des ressources humaines, les managers de proximité, les responsables qualité, sécurité, environnement, selon les postes présents bien sûr dans les entreprises. Il va aussi devoir s'appuyer sur les salariés ou leurs représentants. Donc, les instances ont leur importance. On a cité ici le comité social et économique, le CSSCT, les référents harcèlement ou des référents métiers, des pilotes dans certaines entreprises, différents intitulés, qui viennent finalement remonter l'expertise terrain, cette fameuse réalité du travail. Et puis, la démarche, elle va aussi pouvoir se construire et se dérouler avec l'appui d'acteurs extérieurs, tels que le service de prévention et de santé au travail, ou la CRAMIF, ou l'inspection du travail. La mise en place des actions correctives qui vont donc découler de cette évaluation des risques a pour but de réduire les contraintes et de renforcer les ressources. On vous parle d'équilibre avec ma balance de définition du stress. Plus vous allez alléger les contraintes de l'environnement de travail et plus vous allez renforcer les ressources mises à disposition de chacun. Et en conclusion, en résultat, on va avoir une amélioration des conditions de travail. La démarche d'évaluation, telle qu'on l'a présentée ici, ce n'est pas une finalité en soi. On prépare la démarche, on l'évalue, on élabore un plan d'action, on met en place les actions. Il faut ensuite s'assurer que les actions mises en place ont effectivement l'efficacité attendue, qu'elles apportent ces résultats d'amélioration des conditions de travail telles qu'on le souhaitait. Donc, pour s'en assurer, il faut réévaluer les risques et puis éventuellement réadapter le plan d'action afin de mettre en place des mesures qui répondent aux facteurs qui n'auraient pas été corrigés. C'est donc une démarche itérative, elle est récurrente, elle est cyclique. Pour faire écho avec cette question de mise à jour et de démarche itérative, de mise à jour annuelle, je précise, on va notamment parler du Code du travail, des obligations légales. L'employeur doit assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit évaluer et prévenir les risques, on en a parlé. L'idée, c'est d'éviter que la situation de travail n'affecte la santé physique et mentale des salariés. Et donc, pour cela, il va établir un document unique d'évaluation des risques et le mettre à jour annuellement.
Donc, vous voyez cette notion de cycle qui se répète dans l'évaluation des risques et dans la mise à jour de l'évaluation des risques, elle vient répondre à ces obligations légales. Obligation de moyens et de résultats. L'entreprise, elle répond ainsi à ses obligations légales. Elle a pour obligation d'atteindre des résultats. Ça veut dire que ce n'est pas juste dire j'ai noté que j'avais des risques psychosociaux dans mon DU et je suis à la page dans ce que je dois faire légalement parlant. Il faut qu'effectivement les résultats tendent à une amélioration et à une diminution des facteurs de risque pour corriger les risques psychosociaux identifiés et donc améliorer les conditions de travail. Au niveau légal, si on regarde les accords nationaux interprofessionnels, on voit que les thématiques au cours du temps de stress, de harcèlement, violence au travail, qualité de vie au travail, qualité de vie et conditions de travail dernièrement, sont présentes. On note aussi dans le 4e plan santé-travail que le renforcement de la culture de prévention, l'accent est vraiment mis sur cette notion de prévention par rapport à une culture de réparation qui est encore beaucoup trop présente dans les entreprises. Donc, dans cette partie, on a pu voir que les risques psychosociaux, il faut les évaluer, mais malgré toutes les précautions qu'on pourrait prendre, certains risques psychosociaux peuvent apparaître. Alors se pose la question de la diminution de leurs effets. Donc, nous allons voir dans la partie suivante comment diminuer les effets des risques psychosociaux. Donc effectivement, dans la partie précédente, nous avons vu qu'il est primordial d'éviter ou de réduire les facteurs de risque psychosociaux, mais que dans certaines circonstances, finalement, ça n'est pas possible. Nous allons donc voir les principaux axes qui permettent de diminuer les effets des risques psychosociaux. Et donc, nous allons entrer dans la prévention secondaire. Alors, un des premiers axes qui peut être traité sur la question de la prévention secondaire, c'est de communiquer avec transparence. Plus il y aura de fluidité dans les échanges entre la direction, les différents niveaux hiérarchiques et le personnel terrain, et plus la situation de travail aura du sens. Le personnel a besoin de visibilité, a besoin de savoir où il va, comment il y va. La direction a aussi besoin de savoir et de comprendre comment les situations de travail sont vécues. Donc l'idée, ça va être de travailler à ce niveau-là. Et concrètement, en termes d'action de prévention, eh bien, on va encourager l'information sur des éléments factuels. Par exemple, les perspectives économiques, les changements organisationnels. On va encourager la communication régulière, donner des espaces de parole au personnel, rester disponible pour les salariés, ne pas se limiter à une communication descendante où la direction, la hiérarchie diffuse de l'information vers les équipes. Il faut aussi que les équipes puissent remonter de l'information et ce fameux vécu des situations réelles de travail. Il va donc falloir que la direction, la hiérarchie soit à l'écoute de ces remontées et implique autant que possible le personnel. Leur laisser des marges de manœuvre, leur permettre de la prise d'initiative. Ça fait partie des principaux facteurs de risques psychosociaux, le manque de marge de manœuvre, l'absence de prise d'initiative et parmi les risques psychosociaux les plus identifiés, les plus exprimés. Donc, le fait de favoriser une communication transparente consiste à tout mettre en place afin que la hiérarchie comprenne ce que le personnel traverse, ce dont il a besoin, mais également de faire en sorte que le salarié, les collectifs de travail s'autorisent à remonter les dysfonctionnements, sachent où les remonter, auprès de qui, quand, à quel moment faire part de ces éléments. Alors, un deuxième point, effectivement, pour travailler sur cette prévention secondaire, c'est soutenir les collectifs de travail.
Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne travaille jamais seul, on travaille toujours pour ou avec quelqu'un. Il faut savoir que l'entraide et la coopération ne peuvent pas être décrétées par l'employeur. Par contre, il peut mettre en place les conditions de cette entraide et de cette coopération. Alors, quand on parle de coopération, on parle de coopération horizontale entre collègues, mais également verticale entre les managers et leurs équipes et transversale entre les services. Les actions de prévention vont s'appuyer notamment sur 2 axes. Le premier, c'est renforcer le sens du travail et le sentiment d'utilité. C'est déjà de bien définir le rôle et les fonctions de chacun au sein de l'équipe. Qui est en charge de quoi? On fixe des objectifs qui soient clairs, on s'assure qu'ils soient compris par tous. C'est également favoriser aussi le débat autour de la qualité du travail, parce qu'on n'est pas tous en accord sur ces questions-là. Donc, c'est important de prendre un temps de partage et de s'assurer que voilà, il y a une certaine complémentarité qui peut se créer entre les équipes. Donner les moyens d'effectuer ce travail de qualité, parce que si effectivement vous ne donnez pas les moyens à vos équipes de réaliser ce travail de qualité, ils se sentiront mal dans leur travail. C'est impliquer également les collaborateurs lors de changements. Donc, pour ça, on s'appuie en amont sur leurs connaissances terrain pour essayer d'identifier les impacts de ces changements, mais on peut s'appuyer effectivement a posteriori du changement sur leur retour d'expérience. Quelles sont les difficultés que ces changements ont créées, ou à l'inverse, qu'est-ce que ça a amélioré, pour ne pas aller changer aussi ce que ça a amélioré. Et finalement, c'est de capitaliser sur ces connaissances terrain des salariés. Le deuxième axe, c'est favoriser le travail d'équipe, favoriser la collaboration et l'entraide. Alors, déjà en valorisant les complémentarités des collègues, de vos équipes, et également les réussites collectives. C'est également privilégier des objectifs collectifs pour éviter finalement la mise en compétition entre les salariés, et c'est laisser du temps à vos collaborateurs pour échanger entre eux sur les difficultés qu'ils vivent, pour qu'ils puissent aussi s'entraider les uns les autres sur moi je rencontre telle difficulté, est-ce que toi tu l'as rencontrée, comment tu as fait pour la résoudre. Voilà. Et soutenir les collectifs de travail finalement participe à diminuer les tensions internes et évite la compétition entre les salariés. Autre axe qui peut être réfléchi, travaillé, c'est recentrer justement le rôle des managers de proximité sur cette cohésion d'équipe. On a beaucoup parlé des managers de proximité et on va continuer à mettre l'accent sur ces professionnels, sur ces rôles clés dans l'entreprise. Alors, le personnel a besoin de s'appuyer sur son manager de proximité pour faire face aux difficultés du quotidien. On va parler de la gestion, par exemple, de l'absentéisme, du retour d'un collaborateur qui a été en arrêt long. À ce moment-là, c'est important que la position du manager de proximité aille dans le sens de reconstruire les liens. Au niveau des actions de prévention, on va pouvoir réfléchir à la manière de donner les moyens de faire un travail de qualité. Anne-Lise, vous en parlez à l'instant. Le rôle du manager, c'est d'avoir une visibilité sur la charge de travail des membres de son équipe. Parfois, il va être nécessaire de réévaluer cette charge de travail, toujours en tenant compte de l'activité réelle des salariés, en tenant compte des situations concrètes de travail auxquelles ils sont confrontés. Le rôle du manager va être aussi de prioriser les tâches. Aujourd'hui, il y a une personne en moins dans l'équipe, réévaluer la charge de travail peut être nécessaire, parfois elle n'est pas possible et il faut que les personnes présentes dans l'équipe absorbent le travail du collectif. Il va donc falloir que
la hiérarchie apporte des éléments de repère en termes de priorisation. Le témoignage de la reconnaissance va être également un élément important. On dit souvent, j'ai pas besoin de dire merci à mes équipes, elles savent qu'elles font un bon boulot, ça va sans dire. Nous, inversement, on entend mon manager, finalement, c'est me faire des reproches, c'est me dire quand ça va pas, mais il ne me dit jamais quand ça va bien. Il ne me dit jamais quand je fais du bon travail. Et humainement, on a besoin d'entendre un merci, un bravo, tu as fait du bon boulot. On a besoin de recevoir des marques de reconnaissance. Reconnaître les pratiques, reconnaître l'investissement de chacun, reconnaître les résultats obtenus. C'est ça la reconnaissance. Mettre en valeur les savoir-faire des salariés. Mettre en valeur ce qui a été dans le sens de ce que le manager a essayé et a réussi à travailler. Il a essayé de fédérer et d'apporter un esprit d'équipe quand il identifie qu'effectivement les collaborateurs travaillent en équipe et produisent ensemble quelque chose qui va être effectivement adapté à ce qu'il attendait. Il faut qu'il donne des signaux positifs à ses équipes pour qu'elles réitèrent dans le même sens. Donc, c'est ça le sens du témoignage de la reconnaissance. Ce qui est attendu également du manager, c'est qu'il soit en capacité de faire preuve de discernement en cas d'erreur, en cas d'oubli, en cas de problématique. Et puis qu'il soit en capacité également de faire preuve d'équité et qu'il participe à la promotion du respect mutuel. Plus le manager va avoir une posture respectueuse, plus les collaborateurs vont l'avoir envers leur manager, mais aussi entre eux. On entend aussi souvent, c'est au manager d'être le modèle, c'est à lui de nous donner l'exemple. Donc effectivement, c'est un poste clé en ce sens. La posture du manager, comme on la voit là, elle doit faciliter l'identification d'un esprit d'entreprise, d'un esprit collectif et surtout d'objectifs communs. Si tout le monde va dans le même sens, il y a aussi d'autant moins de risques, de tensions, de situations conflictuelles. Un dernier axe que nous allons vous présenter, c'est comment prévenir les risques de violence externe. Parce que bien souvent, les dysfonctionnements internes peuvent complexifier effectivement les relations avec les clients, les usagers ou les fournisseurs, du fait d'un produit ou d'un service dégradé notamment. Donc, en termes d'action de prévention, déjà, il faut éviter les risques de passage à l'acte violent. Alors, ça passe par l'aménagement des espaces d'accueil du public, mais c'est également mettre en place des moyens et des supports de communication adaptés. C'est informer finalement le public sur comment fonctionne l'entreprise, quels sont ses horaires d'ouverture, de fermeture, quels services appeler en fonction de la problématique, et c'est également dissuader les actes de violence. Sur, par exemple, les peines encourues. C'est, par exemple, les affiches que vous pouvez retrouver dans certaines pharmacies sur ce qu'encourt un client s'il est violent envers un pharmacien. Mais en termes d'action de prévention, c'est aussi agir sur les causes des violences. Qu'est-ce qui, au sein de l'organisation, peut susciter l'agressivité ? Donc, il faut analyser ces sources de tension possibles, qui peuvent être, par exemple, des attentes trop longues, une absence de réponse à la question posée, une ambiguïté sur les informations transmises. Donc, il faut analyser tout ça et, par la suite, définir des procédures également d'alerte. Qui j'alerte en cas d'agression? Quelles sont les personnes ressources? Est-ce que j'ai la possibilité de m'extraire de la situation? Et est-ce que j'ai également la possibilité d'être écoutée, de prendre un temps pour moi, pour me remettre de cette agression? Et enfin, c'est intervenir en soutien des salariés qui sont victimes de ces agressions lorsqu'une situation à risque se présente.
Voilà, nous avons ici abordé la question de la prévention secondaire. Malgré tout, et malgré toutes les précautions qu'on peut prendre avec les mesures de prévention, que ce soit primaire ou secondaire, des situations dégradées de travail peuvent apparaître. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on les gère? Nos recommandations, effectivement, c'est de réparer les conséquences et c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Donc, effectivement, dans les précédentes parties, nous avons vu la prévention primaire, la prévention secondaire et nous allons aujourd'hui aborder la prévention tertiaire qui est plus de l'ordre du curatif ou finalement, comment accompagner des salariés en difficulté lorsqu'une situation de travail est dégradée. Alors, un premier axe sur lequel vous pouvez travailler, c'est réguler les tensions entre salariés. En cas de conflit, d'opposition entre les salariés, l'important, c'est d'intervenir au plus tôt. Au plus tôt vous allez intervenir, au plus tôt au mieux vous arriverez à rétablir la situation et à rétablir une certaine sérénité au sein de votre organisation du travail. Alors, un exemple de situation dégradée de travail, c'est effectivement des tensions entre les salariés, mais ça n'est qu'un exemple. En termes d'action de prévention, donc là encore, le rôle du manager de proximité est primordial. Il est là pour gérer les conflits. Gérer les conflits, c'est identifier les situations. Qu'est-ce qui a créé cette tension entre les salariés? C'est faire preuve d'équité et de discernement dans la résolution de ce conflit. Et c'est être attentif aux éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces difficultés? Un désaccord sur le travail, des objectifs qui ne sont pas forcément bien compris par l'équipe. Dans un deuxième temps, il faut aussi pouvoir rappeler le cadre et les règles qui permettent de bien travailler ensemble. Là aussi, c'est le rôle du manager. Et c'est également définir la marche à suivre pour réguler les tensions, élaborer un plan d'action et suivre son avancement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'analyse des tensions, qui sont de l'origine de ces tensions, c'est définir des actions et finalement suivre leur avancement de la même manière que lorsque vous évaluez vos risques psychosociaux. Et un second axe, c'est le rôle de la direction et des ressources humaines, qui est là aussi pour apporter un soutien aux managers de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier que les managers peuvent être l'objet de ces tensions ou qu'ils peuvent avoir des difficultés eux-mêmes à gérer ces tensions au sein de leur équipe. Donc, il faut également faire appel, si nécessaire, à un tiers, que ce soit votre service de prévention et de santé au travail, les élus du CSE. Voilà. Ce sont des exemples de personnes à qui vous pouvez faire appel si la situation si vous ne parvenez pas à gérer la situation en interne. Et par la suite, c'est faire un bilan de ce qui a mené à cette situation et de déterminer des mesures de prévention pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Alors, le thème ici est de réfléchir à la manière dont la situation de souffrance, de mal-être d'un collaborateur va être traitée. Qu'est-ce que je fais lorsque je me retrouve face à un collaborateur en difficulté? Le premier niveau d'attention, c'est la détection et la vigilance. Face aux attitudes, aux comportements, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est un comportement habituel? On parlait, par exemple, dans les réactions possibles, l'isolement. Est-ce que c'est une attitude habituelle de cette personne dans l'entreprise de déjeuner tout le temps seul? Ou est-ce que c'est un changement de comportement? Est-ce que cette réaction, elle est récurrente
chaque période, début de mois, la personne s'isole parce qu'elle a une intensification de sa charge de travail, elle a besoin pour se concentrer, pour réguler ses propres tensions internes de cet isolement, et c'est quelque chose de récurrent et d'habituel. Ou non, c'est pas quelque chose d'habituel, et on identifie ça comme quelque chose de nouveau et d'inhabituel chez la personne. Est-ce que cette personne a des ressources pour faire face aux difficultés auxquelles elle est confrontée? La règle des 15 jours va être intéressante dans la détection. Est-ce que ce changement de comportement est durable? Alors, on vous met à titre de repère, hein, cette règle des 15 jours. Maintenant, moi, si j'ai dans mon entreprise un collaborateur, un collègue que je vois en pleurs tous les jours, je ne vais pas attendre 15 jours avant de réagir. Donc, c'est en fonction de la situation que vous allez adapter aussi ces notions de fréquence et durée de changement de comportement. Mais ça va être des points d'attention. Et donc, ces points d'attention, comme vous le voyez, là, je vous donne l'exemple d'une personne qui s'isolerait ou qui pleurerait. Elles vont pouvoir se reposer sur les différents facteurs, symptômes que Agnès vous a présentés dans la partie d'introduction. Face aux réactions générées par le stress au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau comportemental, eh bien, on va pouvoir avoir ces éléments-là comme étant des indicateurs, des facteurs permettant de détecter, de vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire attention, il se passe quelque chose. Encore une fois, et comme l'a dit Anne-Lise, ce n'est pas parce que vous repérez certains de ces facteurs que la personne est forcément en risque psychosocial. Elle peut aussi avoir un élément dans son environnement personnel qui vient la mettre en situation de souffrance, bien évidemment. Mais pour autant, la réaction adaptée va être à ce moment-là, une fois que vous avez détecté quelque chose, une fois que vous avez identifié ce changement qui vous interpelle, la réaction va être d'oser aller voir la personne pour lui signifier que vous avez identifié un changement et surtout que ce changement vous inquiète. Évoquez des éléments factuels que vous avez constatés. C'est important d'aller sur des choses que vous avez observées, des éléments concrets, et d'autant plus si vous avez affaire à une personne qui est dans le déni. Ça peut être nécessaire d'insister, d'être en mode disque rayé, je me répète, pour amener la personne à prendre conscience de ce qu'on identifie, de ce qu'elle montre, de ce qu'elle a eu comme changement, elle aussi, dans son comportement, dans ses attitudes, auxquelles elle n'est pas toujours consciente, et puis parfois de l'aider à lever le déni. L'objectif ici, c'est à la fois d'alerter, de signifier son inquiétude, pour surtout permettre à la personne qui en a ras-le-bol, qui vous dit la coupe est pleine, de lui permettre de lui apporter une écoute qui va l'autoriser à vider la coupe, justement. Alors, être à l'écoute, vous le serez d'autant plus si vous empruntez des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question qui amène une réponse avec une phrase construite et pas juste un oui, non. Exemple, une question fermée. Tu vas bien? La réponse, oui ou non. On a une réponse qui est fermée, qui est limitée. Question ouverte, ce serait comment vas-tu? Et là, elle ouvre la porte à une réponse beaucoup plus structurée, développée. Donc ça va être des clés dans l'écoute active. Il va y avoir aussi la nécessité de reformuler, de synthétiser, de clarifier et les propos qui ont été posés par la personne et ses attentes pour pouvoir comprendre comment vous allez pouvoir, ou vous directement ou un autre acteur, l'accompagner. On va essayer aussi de l'amener à préciser les choses. On a mis en deuxième point à recueillir les éléments observables pour comprendre la situation.
C'est important, si la personne vous dit « j'ai trop de dossiers à traiter », ça veut dire quoi trop? Trop, c'est très subjectif, on revient sur la notion de subjectivité. C'est quoi trop? Habituellement, tu as 10 dossiers à traiter dans la journée. Là, tu en as combien sur ton bureau? 12, 15, 20, 30, 40? Donc, amener des éléments observables, des éléments de précision, ça va être important. L'idée de tout ça, alors à la fois, on a dit de permettre à la personne de décharger, de poser ce qui est pesant pour elle, à la fois de l'amener à structurer ses attentes, ses besoins, et ainsi de l'amener à pouvoir passer à l'action, mettre la personne en mouvement. Au-delà de ça, il est parfois nécessaire d'alerter, d'orienter vers des acteurs relais qui vont être compétents. Donc, c'est une manière de se protéger soi, le donneur d'alerte, c'est une manière de protéger l'autre, la personne en souffrance, en difficulté, en permettant une prise en charge qui va être adaptée. Donc, on peut recommander l'orientation vers un soignant quand on est inquiet pour la personne et qu'on voit qu'on est au bout de nos capacités d'accompagnement. Prendre soin de sa sécurité et de sa santé, c'est un élément qui participe aussi et qui découle de la législation, du code du travail, obligation de sécurité du salarié. Donc, c'est important de refaire le lien avec ces éléments. Il faut, dans ce sens, encourager la personne à être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Je dois être attentive à la manière dont je vis ma situation de travail. Je vais être attentive aussi à la manière dont ma collègue vit sa situation de travail. Je vais accueillir mes émotions avec bienveillance. Je vis quelque chose de difficile, je suis insatisfaite, j'ai le droit de l'être, il faut que je l'accepte. Et il faut qu'après, je sois en capacité de pouvoir l'exprimer. Il faut comprendre et surveiller l'évolution des troubles. Ça veut dire qu'à certains moments, je ressens que la situation me met en mal-être, me met en difficulté. Il faut que je me pose la question du pourquoi. Qu'est-ce qui dégénère chez moi cette agressivité, impulsivité, ce manque de recul? Parce qu'il y a eu un changement d'outil et l'outil, je n'arrive pas à m'y adapter, par exemple. C'est des éléments de ce type-là qu'il va falloir aller questionner. C'est ça, être à l'écoute de soi. C'est ressentir et c'est interroger ce qui se passe. Et puis être capable aussi de l'exprimer. Par exemple, clarifier son rôle ou faire clarifier son rôle, ses missions, ses responsabilités. Je manque de repères et je n'ai pas suffisamment de visibilité sur la manière dont mes fonctions sont en train d'évoluer dans le cadre d'une réorganisation ou dans le cadre sans réorganisation, d'une mission courante. Il y a un nouveau sujet qui intervient et sur lequel on a besoin de précision. Il faut être en capacité de poser la question, qui de droit, aux bons interlocuteurs pour avoir des éléments de réponse. Et retrouver justement des repères, retrouver du sens. Toujours avoir aussi en tête la nécessité d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça veut dire que soi-même, on a une responsabilité à ce niveau. On a la nécessité de se poser des limites. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été un des facteurs présents. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire, de la mise en place du télétravail. Il y a des professionnels qui n'étaient plus capables de se déconnecter, de couper, qui allaient en permanence regarder leur mail, qui allaient suivre leur activité sans avoir cette capacité à respecter le temps de travail. Parce que on est dans un rythme qui a été complètement chamboulé. En dehors de la crise sanitaire, il y a des personnes qui, ayant les outils à disposition, ayant les informations qui arrivent sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, ont un suivi, ont des contacts avec les collègues, et même quand ils sont en vacances, lorsqu'ils sont en repos, vont continuer finalement à travailler. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important, savoir couper, savoir se réserver des temps pour soi, pour sa vie personnelle, pour son équilibre personnel, et puis
Ne pas rester seul, éviter autant que possible l'isolement. Il faut cultiver le lien social, personnel et professionnel. Il faut oser demander de l'aide et dire qu'on est en difficulté quand on l'est. Donc, oser mettre des mots sur nos inquiétudes. Je manque de visibilité et j'ai besoin qu'on me donne des éléments complémentaires, du repère, des précisions. Donc effectivement, un moyen pour ne pas rester seul et pour maintenir ce lien social dont vous parlez ma collègue, finalement, c'est de savoir quels sont les relais et les ressources à disposition, alors que ce soit en interne au sein de l'entreprise ou en externe. En priorité, il faut pouvoir s'appuyer sur les personnes qui sont concernées par la problématique que je vis ou que mon collègue vit et qui peut m'apporter un soutien. Alors, ça peut être un collègue proche parce que c'est une difficulté opérationnelle à laquelle je suis confrontée. Ça peut être l'encadrement de proximité, un manager, parce que l'objectif qui m'a été fixé n'est pas clair, j'ai besoin de clarification. Ça peut être un élu du personnel, un représentant des salariés, les ressources humaines, parce que je manque de compétences par rapport à un projet qui m'a été donné, j'ai besoin d'une formation, ou ça peut être effectivement à un niveau plus haut, au niveau de l'employeur, la direction. Donc l'important, c'est effectivement d'informer le personnel sur ces relais et ressources à disposition au sein de l'organisation. Mais parfois, l'origine du mal-être est plus complexe à déterminer parce qu'il est multifactoriel. Ça peut être une conjugaison de facteurs professionnels et personnels. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir recours effectivement à des relais externes qui peuvent être effectivement le médecin du travail, le psychologue du travail, qui vont pouvoir effectivement vous aider à analyser les situations. Quelle est l'origine des difficultés que vous vivez et qui vont vous guider dans la recherche de solutions. Et il est important de vous rappeler également que le médecin du travail et le psychologue du travail vous reçoivent en toute confidentialité. Alors, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté au sujet des risques psychosociaux à travers ces différentes thématiques d'introduction, de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Nous avons conscience que nous abordons ici le sujet de manière générale. Aussi, si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous solliciter en vous rapprochant de votre médecin du travail. À bientôt. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir.